Bonsoir, Richard. Bonsoir, mon cher. Vraiment content de te retrouver. Merci. Tu m'as appris une bonne nouvelle. Bien, j'ai pris pas mal de repos. J'arrive du Costa Rica, là. Oui, Costa Rica. Tout récent. Là, tu me mélanges. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica, c'est féminin. Depuis que je suis allé, c'est le Costa Rica. OK, c'est bon. Parce qu'on est content de te retrouver et de pouvoir avoir l'opportunité de te voir aussi sur une base un peu plus régulière. J'ai plus de disponibilité au niveau professionnel pour pouvoir me libérer. Alors, c'est pour ça que je suis là. C'est-tu les disponibilités ou c'est l'entrevue avec Maxime Bernier la semaine passée? Bien, il y a ça aussi. La prochaine entrevue, je vais être là parce que je veux le faire travailler un petit peu plus encore. Richard, ce soir, je souhaiterais revenir avec toi sur le dossier sur lequel on apprenait cette semaine que l'an dernier, le ministre de l'Environnement justifiait par la science le refus d'un projet immobilier sur le site de Northvolt, le site qui est situé à Saint-Basile-le-Grand puis McMasterville, et que cette année, non seulement c'est permis, mais nous apprenions dans un des quotidiens montréalais que Québec aurait retiré des arguments scientifiques de son analyse. Les journalistes ont donc réagi fortement à cette nouvelle cette semaine. On regarde une vidéo que j'ai préparée pour toi. L'ancien projet immobilier, on disait qu'il y avait des milieux humides, que c'était important de les protéger. Puis dans l'évaluation, pour Northvolt, les milieux humides. Non, mais au contraire, j'ai dit ça hier, je pense, en entrevue. Le projet immobilier était sur les milieux humides. Il a été refusé parce qu'il n'a pas bougé. Northvolt n'est pas sur les milieux humides en question. Donc, au contraire, Northvolt respecte l'environnement, il respecte les normes. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour... D'avoir déjà dit que c'est un site où il y a probablement dans la rivière des poissons à 3 yeux. Écoutez, oui, je me rappelle très bien. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est pas le jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont coqué la pomme. Hein. C'est ça qu'il veut dire. Ben, ça veut dire que c'est un terrain qui était contaminé. C'est un terrain qui était, le CIL, contaminé pendant des années. Alors, parlez aux gens de Saint-Basile, de Casterville. C'est un terrain qui était oublié. Là. Est-ce que le projet menace une quelconque façon d'écouter les contrats? C'est fini par s'accumuler tout ça pour la durée? Selon moi, non. Je pense que la population veut le projet. Vous pensez que ça va aller de l'avant quand même? Oui. Non, mais faut pas mélanger dans le dossier Northvolt avec l'immobilier, un projet immobilier, un projet industriel. Donc, il ne faut pas mélanger les pommes avec les oranges ou avec les bananes. Est-ce qu'on est trop sévère à l'égard de Northvolt, M. Legault? Est-ce que l'appel au changement d'attitude est entendu? S'il n'y a rien à cacher, pourquoi pas d'enquête, M. Legault? Richard, comment tu réagis quand tu vois les réponses que ce ministre-là donne? Même si on hésite à le dire. Bien, premièrement, on voit que le thème des fruits a été pas mal exploité. Pierre Poilievre qui craquait la pomme, Legault qui se promenait avec son lunch, puis là, lui qui fait référence avec le jardin d'Éden. Écoute, on se peut plus, là. Non, c'est ça. Je pense que le fur est mûr pour se débarrasser de ce gouvernement de la CAQ-là. Et ils sont enlisés dans ce problème-là. C'est des terres contaminées. Quand on passe au BAP et qu'on se fait refuser des projets de développement qui ont du bon sens parce qu'il y a une grenouille ou il y a une niaiserie, écoute, les développeurs depuis 20 ans se battent dans ces contextes-là. Et là, ici, on dit non à un projet immobilier et après ça, on vend le terrain tellement cher que le promoteur de qui on a parlé ici... Oui, puis cette chronique-là n'a pas passé inaperçue parce que c'est ramassé sur le bureau du promoteur qui t'écoutait. Bien, en fait, tout va ensemble. Le promoteur se fait dire qu'on parle de lui, probablement qu'il va écouter encore l'émission aujourd'hui. Mais j'expliquais à l'époque que c'est un club, hein, l'élite mondialiste. Une fois que tu es rentré dans ces girons-là, question de millions, bien, en fait, on achète la paix, on dit non à ton projet, mais on va te vendre le terrain tellement cher parce qu'il y a une compagnie qui est dans nos cartons. Les négociations avec Northvolt avaient commencé longtemps avant qu'il ait refusé l'autre projet. Donc, tu vois, on voit que quand on se met à fouiller un peu, et c'est un bon journaliste de Radio-Canada qui a fait les recherches à cet effet-là, qui fait en sorte qu'on a pu comparer l'étude faite par la même biologiste du même ministère de l'Environnement, un ministre de l'Environnement qui peut endormir un insomniaque. Là. Alors, il est tout à fait à son poste. Lui, tu l'écoutes, puis tu te dis, il va nous faire mourir d'ennui. C'est incroyable. Donc, tout est fait pour étouffer une affaire de ce genre-là. Mais là, ils ont beaucoup de difficultés. Après avoir perdu la face avec le troisième lien Québec, le gouvernement Legault a beaucoup de misère avec ses dossiers imposés. Et ça, c'en est un.
Parce qu'on voit bien que ça n'a aucun bon sens. Est-ce que tu penses que ce dossier-là va finir par voir le jour ou ça va être un dossier qu'on va canner puis qu'on va... Moi, je l'appelle Nordvolt-Farce. Hein? Ouais. Et farce même, hein, parce qu'il commence à avoir beaucoup d'eau dans le gaz. Je pense qu'ils vont aller de l'avant. Le problème de Nordvolt, c'est que les industries automobiles se retirent des voitures électriques. Hein? C'est un peu paradoxal. C'est un peu planifié sur 10-15 ans, ces affaires-là. Donc là, quand on voit que l'industrie mondiale commence à reculer, quand on voit les utilisateurs d'auto se plaindre d'un paquet de problèmes, on se dit, est-ce que c'est vraiment l'avenir qu'on nous a fait miroiter? Et là, ils sont un peu aussi pris avec cet aspect-là. Est-ce que ça va voir le jour? Si ça voit le jour, ça va être encore au détriment des payeurs de taxes du Québec. C'est ça le problème. Parce qu'on pousse tellement rapidement ce genre d'enveloppe-là qu'à la fin, bien, on paye, puis la compagnie ferme ses portes ou quoi que ce soit. On est pris avec l'endettement qui a été généré sans les retombées. On ne parle pas de retombées économiques gigantesques si tout va bien. Mais si ça ne va pas bien, vous courez après les emplois. Tu parles d'endettement qui a été généré, mais cet endettement-là qui a été généré, c'est sur le dos des contribuables. Voilà. Non seulement ça, mais on a endetté les contribuables en faisant venir une entreprise qui était déficitaire déjà ici chez nous. Bien, en fait, c'est que le problème des multinationales, hein, maintenant des entreprises mondiales, c'est de transférer le risque à la population et nous, les profits. C'est toujours ça le principe, et c'est là qu'il y a un problème majeur. Donc, un gouvernement mondialiste comme le gouvernement de la CAQ favorise ce genre de jeu-là, parce qu'eux autres, ils vont dire, moi, aller au Québec, en Ontario, dans un État américain, il n'y a pas de grande différence. On veut s'installer en Amérique du Nord. Ici, il y a l'avantage de l'hydroélectricité. On s'aperçoit qu'on n'a pas assez de l'hydroélectricité pour fournir à moyen terme. Donc, on voit qu'ils commencent à avoir effectivement de l'eau dans le gaz dans leur projection et d'avoir forcé le dossier, parce que le plus gros problème, et moi j'appelais ce matin sur Twitter les écologistes, les éco-gauchistes, vous êtes où? C'est le temps là, de se battre pour vos grenouilles puis vos histoires de fous qui ont bloqué un paquet de projets intelligents dans le passé. Venez, là il y a une manifestation ce matin qui n'a pas fait trop de bruit, mais eux devraient dire un instant, pourquoi un BAP pour n'importe qui? Toi et moi, on veut investir, il y a un BAP, puis c'est 2 ans, puis etc. Eux autres, ils ont eu un fast track, et là, ça leur saute d'en face. Et quand tu arrives avec des oranges... Ils ont changé les lois parce qu'ils sont au-dessus des lois. Bien, en fait, ils ont contourné, là, soyons clairs. Puis on n'a pas besoin de BAP parce que là, en plus, ils ont même découvert que le projet immobilier qui a été refusé, lui, il était bâti où il y a grenouilles et que l'industrie, elle va être encore plus verte. C'est complètement absurde, là, même s'ils se présentent avec des bananes puis des oranges. C'est un terrain contaminé de la CIL pendant l'époque industrielle. On voit des marais verts fluorescents, ça s'écoule dans la rivière. C'est un terrain contaminé, c'est un problème. Alors, pourquoi on paye 250 millions un terrain qui n'en vaut pas tant que ça? Et on voit que tout ça, là, c'est un château de cartes. Est-ce que ça peut s'effondrer? C'est possible. S'il y avait une action à faire, ce serait maintenant. Il y a des actions en justice qui ont été intentées. Moi, je dirais aux éco-gauchistes, sortez et faites du bruit. S'il y a un dossier à traiter, c'est bien celui-là. Et faites-vous du capital politique là-dessus. C'est ça. Les oppositions devraient le faire. Comment tu traduis l'arrogance de ce gouvernement-là en place? Bien, l'arrogance a été créée à l'époque de la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait des horreurs, hein? Ils ont laissé mourir des personnes âgées. On en a tous souffert. On va me faire dire ce que ce gouvernement a dit. Tu peux être sûr que depuis 2020, il n'y a plus de gouvernement là, qui va nous dire quoi faire. Ils ont complètement détruit toute crédibilité. Alors, l'arrogance fait en sorte que vient du fait que la population les soutenait. Il était sur une vague au niveau des sondages, mais comme je disais, il a été réélu. Et au lendemain d'élection, il recule sur le 3e lien, recule sur 2-3 affaires majeures, sur sa parole, là, sur les raisons pour lesquelles les gens ont voté. Ils ont même acheté les votes à 500$. C'est un scandale éhonté. C'est même illégal. Ils se sont permis tellement de choses que ça développe l'arrogance. Et on voit M. Fitzgibbon qui est naturellement arrogant parce que lui, il n'est pas venu en politique pour faire des efforts. Il est venu là pour accomplir. Il pense que c'est une business puis qu'on doit l'écouter. C'est pas de même que ça fonctionne. Et là, son arrogance transpire encore plus. Absolument. Il y a un autre dossier qui mérite que l'on s'y penche cette semaine. C'est celui de l'augmentation des bagarres puis de l'intimidation dans les écoles et dans les autobus. On regarde une courte vidéo puis on commente par la suite. C'est toi qui as tué mon gars? Il m'a pas touché. Hey! T'es
chum! Allez-vous lancer, mon gars! Une vidéo choc obtenue par TVA Nouvelles dans laquelle un père de famille s'en prendrait à un élève de 13 ans de l'école secondaire Pierre de Lestage à Berthierville dans le but de venger son fils victime d'intimidation. D'ailleurs, pour mieux comprendre le contexte, voici ce qui se serait produit récemment dans le même établissement scolaire. Cette scène humiliante se serait produite la semaine dernière près des casiers de l'école. Le fils du père de famille, qui porte le chandail bleu, reçoit l'ordre de se mettre à genoux. Un élève va lui faire une jambette et le force finalement à s'excuser. L'homme de 42 ans aurait eu vent de l'affaire et c'est la raison pour laquelle il s'en serait pris comme ça à l'intimidateur allégué lundi après-midi à la fin des classes. Je te garantis, mon homme, je suis en terre. Je m'en d'aller en prison, mais je l'ai fait de la prison. Tu comprends-tu? Puis, petit toi, je peux en tuer comme je veux. À l'heure du midi, devant l'école Pierre de Lestage, est-ce que c'est clair? Oui. De nombreux élèves visionnaient la vidéo en question. Sur place, nous avons fait la rencontre de l'autre fils du père de famille. Est-ce que votre père vous avait prévenu qu'il viendrait ici à l'école? Ça, non. Moi, j'étais à l'école avec mon frère, on ne savait pas du tout. Mon père, il a juste pris son truck puis il est venu à l'école pour défendre mon frère parce que ça le tenait. Il était écœuré qu'on se fasse intimider comme ça, harceler, même insulter ou autre. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que d'autres pères de famille se seraient présentés dans la cour de l'école secondaire récemment pour régler des comptes avec d'autres élèves intimidateurs. Ça fait 3 pères de famille qui viennent. 3 pères de famille qui viennent. Attendez, vous me dites que c'est pas le premier cas d'un père de famille? L'école fait pas grand-chose ici. Là. Pour de vrai, des suspensions, mais les élèves, une suspension, tu sais, ils reviennent après, mais ils recommencent. Cette mère de famille relate que sa fille de secondaire 2 aurait même menacé de mettre fin à ses jours. C'est toujours la même gang, puis c'est parce que la gang se met 30-40 alentour de l'élève. Ils ont suivi ma fille jusqu'à la maison, puis ils ont essayé de défoncer ma porte. On vous parlait la semaine dernière d'un autre cas d'intimidation tout près de l'école secondaire Les Navigateurs à Saint-Zotique, en Montérégie. Les images sont saisissantes. Kevin, vous avez rencontré la conductrice du véhicule. Oui, Sandrine Pagé-Lalonde, âgée de 20 ans. Elle m'a dit, Julie, avoir eu toute une frousse. Sandrine m'a raconté qu'il y a eu un attroupement près de son auto après une intervention policière. Quand les policiers ont quitté, c'est à ce moment que des jeunes auraient commencé à l'intimider. Elle a décidé de quitter en lançant une bouteille d'eau vide vers le groupe. Voici la suite. Ses amis, OK, go, je le fais, je saute sur l'auto. Fait que je savais déjà qu'elle allait sauter. Elle a eu de la vitre sur elle, fait que là, on criait. Puis après, j'ai avancé. Puis plus loin, ben je pleurais. Quand c'est arrivé, est-ce que tu as eu peur? Oui, parce que je savais pas comment réagir. Qu'est-ce qu'on vous lançait? Des roches, puis des sandwichs aux œufs. Quelques bosses sur le toit? Oui. Dans le fond, tout ça, c'était cassé. 3 derrière. Quand ils ont sauté, ils ont tous reçu genre un coup sur la tête parce que ça a renfoncé. Puis là, j'ai une fissure dans le dos. Cassez la vitre, puis cassez le toit! Ça a toujours été de l'intimidation toute ma vie. Il y en a plus que d'autres, comme ils me disent, genre, va te pendre, chienne, grosse baleine. Genre, si c'est toi le père, puis que tu apprends ton fils ou ta fille se fait tabasser puis intimider à l'école, comment tu réagis? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème, c'est pas à ce niveau-là, parce qu'on comprend que la rage d'un adulte vis-à-vis des enfants, on comprend ça. On a été harcelés quand on était jeunes, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que les institutions ont abandonné les citoyens, et les citoyens honnêtes. Parce que c'est une espèce d'air du temps, là. Si tu as le premier ministre qui est en train d'imposer des choses inacceptables, puis que les institutions sont pourries jusqu'à la moelle, soyons clairs, à tout point de vue, mais pourquoi un directeur d'école, il reste mêlé de tout ça? Pourquoi un prof ferait du zèle et s'occuperait de la cour d'école? Alors, ces gens-là sont laissés à eux-mêmes, les jeunes, qui font le problème. Ceux qui sont harcelés n'ont pas de moyens de défense. Et le père a pété les plombs parce que le premier est harcelé et le deuxième, il voit les vidéos. Aujourd'hui, tout est filmé en temps réel. Donc, c'est certain que ça amène les gens à vouloir se faire justice soi-même et c'est là que ça dérape. Oui, mais ce qu'on apprenait, là, c'est que c'était pas le premier. Dans le cas du fils, là, c'était pas le premier. Là. Il y en a eu plein de personnes qui se sont faites intimider à l'école. Puis il y a eu comme 3-4 parents qui sont allés manifester parce que l'école fait rien. Exact. Mais d'où provient toute cette violence-là chez les jeunes? Puis quelles sont les causes? Et pourquoi les écoles semblent la tolérer plutôt que d'imposer des sanctions radicales face à cette montée d'intimidation au milieu scolaire? Bien, en fait, comme je te dis, il y en a toujours eu de l'intimidation. Les gars ont toujours eu besoin d'être physiques. On comprend ces aspects-là. Aujourd'hui, on canalise beaucoup moins les énergies.
Les gens sont sur les écrans du matin au soir. Hein? Il y a toute une capacité maintenant de créer des réseaux. Elle parlait d'entourer par 40 jeunes. Ben ouais. Tu as 40 jeunes qui t'harcèlent, là, une fille jusqu'à sa maison pour défoncer sa porte. Ça prend des niveaux impensables. Il n'y a pas de police qui intervient, etc. C'est ce qui manque. Il manque le soutien des institutions. Et là, tout à coup, ça fait les nouvelles. Et là, ça devient important. Et là, on va régler ça. Mais on voit bien que tu vas parler au ministre de l'Éducation. C'est comme si tu parles à une roche. Tu sais, M. Drainvide, comme certains l'appellent, il n'y a jamais de solution. Ah, on va se renseigner. Ça prend 2-3 jours à avoir des réponses. Il faut que tu sois en amont. Ouais. Les jeunes sont harcelés. Il y a de la violence. Ça prend de la discipline. Comment tu disciplines des jeunes quand la fonction publique est complètement sclérosée, quand les syndicats sont plus forts que le bon sens, etc. On est dans la fin de cycle. Hein? On est en train de vivre les derniers moments d'une civilisation, au sens où les institutions nous ont abandonnés. Bien, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de violence de la part des gens honnêtes comme ce père-là qui a pété les plombs. Ouais. Les deux fils étaient même surpris de voir le père faire ça. Quelque part, on est content qu'il lève le ton par rapport à ça, mais c'est inacceptable qu'ils doivent en arriver jusque-là. Est-ce que, selon toi, les médias sociaux ont une influence dans toute cette augmentation de haine, de rage, d'intimidation dans nos écoles? C'est évident, mais on a tendance à juger au lieu de juger les actions, on juge souvent les items qui créent ça. Donc, les réseaux sociaux, ce qu'ils font, ils permettent d'avoir une diffusion d'informations rapide. Moi, j'étais harcelé quand j'étais jeune au primaire. Il n'y a personne qui filmait, il n'y a pas de caméra. Ouais. Tu racontes ça à qui, etc. C'est la parole contre l'autre, etc. On gérait ça différemment. Aujourd'hui, tu as une diffusion, donc ça protège quelque part, parce qu'il y a des gens qui ont été identifiés dans cette affaire-là. Mais en même temps, la surdiffusion d'un acte de violence, tu vois un acte de violence au Colorado, et en dedans d'une demi-heure, tous les jeunes l'ont visionné sur TikTok. Ça peut les influencer à faire pareil. On l'a vu avec des cas de suicide, etc. Donc, c'est un couteau à deux tranchants, mais ce n'est pas l'outil qu'il faut juger, c'est plutôt l'utilisation, c'est plutôt la réglementation qui en découle. Est-ce que les parents encadrent les enfants par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un encadrement de ce qui est diffusé? Ouais. Alors, c'est à ce niveau-là qu'à mon avis, il faut qu'on travaille, mais les institutions sont responsables des enfants lorsqu'ils sont chez eux. Alors, il faudrait qu'à ce niveau-là, ils prennent leurs responsabilités et non pas attendre qu'il y ait des cas qui dégénèrent comme celui-là. C'est pas un cas qui a été spontané. À 10 ans, je suis harcelé. Hey, imagine. On en a parlé un petit peu plus tôt avec Georges Buscemi, mais j'aimerais t'entendre sur l'aspect politique. Le chef du Bloc québécois a déposé un projet de loi afin de criminaliser la Bible au Canada. M. Blanchette a soumis un projet de loi pour possiblement envoyer en prison ceux qui utiliseront un texte religieux, et ce, même de bonne foi pour exprimer la vérité que certaines pratiques sexuelles, en dehors du mariage particulièrement, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, sont péchés. Ceci serait interprété comme la promotion de la haine, selon lui, et ferait partie d'un discours haineux. Ça te surprend un tel projet de loi, toi, Richard? Ça ne me surprend pas de la part d'un parti gauchiste comme le Bloc québécois. Parce que, soyons clairs, le Bloc québécois, je pense que c'est Mathieu Bock-Côté qui interviewait François-Yves Blanchette en disant « Il n'y a pas de place pour les gens de droite dans votre parti. Il avait tout à fait raison. Ce parti-là n'est pas un Bloc québécois qui représente les Québécois. C'est un parti de gauche qui est manipulé par les syndicats et qui représente un agenda de gauche. Et dans ce contexte-là, ils essayent maintenant d'imposer un laïcisme total, parce que c'est ça leur agenda depuis toujours. Hein, ça part de la franc-maçonnerie, qui a toujours imposé la laïcité. Très noble, hein, au nom de l'objectivité. Mais ce qu'on veut, c'est attaquer la religion chrétienne, qui est la religion civilisatrice. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on attaque une action qui a été faite par Charkaoui l'automne passé, un discours haineux, mais qui, lui, est fondé sur le Coran. Ouais. Alors, quand on a modifié la civilisation chrétienne en la laïcisant, donc le laïcisme, c'est une idéologie, là, c'est l'anti-religion. Alors, lui, il pousse un peu plus loin le fait que la Charte, elle a prévu une exception, comme le disait Georges tout à l'heure, l'exception religieuse, parce que dans la Bible, il n'est pas question de tuer et d'agresser du monde. Mais il est question de dénoncer des actions qui sont immorales. Alors que dans le Coran ou dans le Talmud, tu as des actions qui sont de mentir aux infidèles et dans le Coran, d'aller jusqu'au meurtre, probablement. C'est là-dessus que c'est basé Charkaoui. Ouais.
Est-ce que le code criminel protège contre des discours de haine? La réponse, c'est oui. Et là où il y a le bas blesse, c'est dès que c'est le Coran, ben le gouvernement ne fait rien. La police ne fait rien. Et là, on a laissé aller Charkaoui qui a pu s'en tirer sans problème, sans poursuite criminelle. Donc, on ne fait pas un projet de loi pour venir faire quelque chose qui peut être fait autrement. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir comment, qu'au nom d'un discours haineux, on est en train de changer de catégorie, on applique un discours haineux à une autre catégorie de personnes, et on est en train de les stigmatiser au nom d'une certaine christianophobie en appliquant des lois comme ça. Tu savais, Richard, il y a quand même, ce que j'ai trouvé fascinant, là, il y a 66 % des Canadiens qui sont d'accord avec ce projet de loi-là. Bien, en fait, c'est un sondage qui a été fait par la même gang, parce que Léger Marketing fait partie du club des mondialistes qui sont en train de détruire la société. Soyons clairs, là, ils font partie de ceux qui se font, pas parce qu'eux autres le sont, c'est qu'eux autres, ils reçoivent des demandes des clientèles qui sont les gouvernements mondialistes. Alors, c'est certain qu'ils font un sondage rapidement là-dessus. Pourquoi? Pour donner de l'appui à quelque chose comme un projet de loi de même. Le projet de loi a été présenté en novembre par le Bloc québécois. Alors, c'est sûr que si le Parti libéral s'opposait, par exemple, à une initiative du Parti du Bloc québécois, bien, eux autres, ils vont se faire dénoncer par le Bloc québécois qui va faire du millage politique dans une année électorale. Et probablement que ce sondage-là, je ne sais pas qui l'a financé, mais s'il a été financé par le Bloc québécois, ce serait intéressant de le savoir. Bien, ça ne me surprendrait peut-être pas parce qu'il y a quand même 75 % des Québécois qui seraient d'accord avec ce projet de loi-là. Les Québécois, ils vont répéter ce qu'ils entendent à la TVA. C'est ça le problème. Alors, un sondage, là, c'est pour refléter ce que les gens disent par rapport à ce qu'ils ont entendu aux nouvelles. Je peux te dire qu'on peut manipuler un sondage assez facilement. Est-ce qu'un sondage, c'est scientifique? Parce que Léger aime bien défendre cet aspect-là. La réponse, c'est oui. Mais qui pose les questions? Qui a choisi les questions? Et qui choisit quelles réponses qui vont être diffusées? C'est là-dessus qu'on joue beaucoup pour manipuler le monde. L'opinion publique. Et ce dossier-là n'est pas assez connu. Nous, on en parle depuis quelques jours, mais il n'est pas assez connu pour que les gens puissent se faire une opinion. Mais si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu serais d'accord un projet de loi qui empêche la violence, qui a une exception avec la religion? Ben oui, c'est de bon ton. Mais c'est pas parce que 75 % qui disent de sauter en bas du pont qu'il faut le faire. Oui, effectivement. Charles, merci, toujours le fun. On est content de te revoir. Et je veux annoncer, c'est vrai, que la semaine prochaine, j'ai pris une note ici, la semaine prochaine, on va avoir une émission spéciale. Une émission spéciale qui va porter sur l'avenir de la politique au Québec et au Canada. Et tu en fais partie. Et on a un panéliste extraordinaire la semaine prochaine qui va être présent pour pouvoir parler justement de c'est quoi l'avenir de la politique au Québec et au Canada. Il va y avoir 3 personnes qui ont déjà fait partie du Parti conservateur du Québec, à différents niveaux, vice-président régional, président de comté, candidat et tout ça, qui ont donné leur démission du Parti conservateur du Québec. Ils sont aperçus qu'Éric Duhem, c'était l'opposition contrôlée. C'était l'opposition contrôlée. On pourra faire une autre chronique éventuellement sur l'opposition contrôlée. Mais ça va être une émission qui, la semaine prochaine qui va tourner ici. J'ai bien hâte de te retrouver pour cette émission-là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Richard. Vous voyez, quand on voit tout ce qui se passe au Canada présentement, on a parlé avec Georges Buscemi, on en vient d'en parler avec Richard, quand on regarde qu'on est en train de stigmatiser la chrétienté, on est en train de faire de la chrétienté ce qu'on ne veut pas faire à tout le lobby homosexuel, au transgenrisme, au lobby wokisme, au lobby pro-avortement, puis tout ça. On est en train de stigmatiser les chrétiens pour leurs convictions basées sur la parole de Dieu. Et moi, je peux juste vous dire, vous savez, la parole de Dieu nous le dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera. Aujourd'hui, on parle très, très peu de persécution, de sorte que la plupart des chrétiens ne sont même pas ferrés pour faire face à la persécution. Moi, je vous dis que les temps difficiles s'en viennent. Et il est temps qu'on puisse se préparer à une certaine persécution pour faire face à la persécution. Parce que si on ne s'y prépare jamais, on ne sera jamais équipé pour y faire face.